J'aimerais peut-être, de la Fondation vous souhaiter la bienvenue, vous dire que Alain Berthaud est une place particulière dans ce cycle de conférences 2023-2024, parce que c'est lui qui nous a inspiré le thème de ce cycle de conférences, la simplexité. Vous savez peut-être, on a invité Salim Anadji cet automne, une architecte, on a invité Sidi Larbi Cherkaoui, un chorégraphe en fin d'année, et on a invité Philippe Bloch, un ingénieur, au début février. Ce soir, on a donc Alain Berthaud, qui est ingénieur, licencié en psychologie, docteur en sciences naturelles, neurophysiologiste, professeur au Collège de France, co-directeur du laboratoire de physiologie et de perception et de l'action. Excusez du peu. Auteur de beaucoup d'ouvrages, il a une carrière et une activité professionnelle absolument richissime, et auteur, entre autres, de certains ouvrages comme Le sens du mouvement, La décision, la vicariance et bien sûr la simplexité. Donc vous avez compris, ce thème simplexité, qui est un thème un peu général, presque à dimension philosophique, c'est l'occasion pour nous d'élargir le débat, de parler d'architecture, mais de manière plus large, transversale, sortir un peu de la spécialisation à l'extrême de l'architecture pour ouvrir le débat de manière plus large. Alain Berthaud, en tant que spécialiste du mouvement et de l'action, vous comprenez qu'il y a un lien entre l'architecture, le mouvement, le corps en mouvement et la perception. C'est ça qui nous intéresse ce soir, parce que c'est ça qui permet justement d'élargir le débat. L'architecture est souvent, dans sa théorie, dans sa définition de ce qui est beau ou ce qui est moins beau, parfois un peu trop centrée sur le langage, sur le côté stylistique, sur le côté théorique de l'architecture, qui ne s'adresse pour finir qu'aux architectes. Dès lors qu'on parle de perception, des corps dans l'espace, on élargit le dialogue et on peut parler avec tout le monde, comme ça architecte ou pas. Donc ça participe aussi à cette idée de diffusion et d'ouvrir des horizons et des ponts entre disciplines. Parce que l'architecture, vous imaginez bien, c'est une discipline par définition pluridisciplinaire, multiple, et qui a bien sûr une composante théorique et une composante pratique, une présence physique à la fin de sa réalisation. J'aimerais faire une petite citation parce que cette notion de perception d'architecture, on y est sensible en Suisse romande et en Suisse en général, je pense, grâce en particulier à une personne, qui est le professeur Martin Steinmann, qui a été un théoricien très important, qui a marqué beaucoup d'architectes, une génération d'architectes locaux, et qui, depuis les années 80, 90, dirons-nous, a beaucoup insisté justement sur la dimension perceptive de l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas un langage, pas uniquement un langage stylistique ou un langage codifié ou symbolique, mais c'est aussi encore et surtout ce qu'appelait Martin Steinmann une structure de force perceptuelle. C'est-à-dire que quand on est dans un espace ou quand on est dans un bâtiment, on ressent des choses, on perçoit de manière immédiate, avec notre corps, un certain nombre d'effets que les bâtiments ou les espaces font sur nous. Plutôt que d'imaginer qu'un bâtiment devrait être beau ou pas beau, on peut plutôt chercher à savoir si on se sent bien ou comment on se sent dans un bâtiment. Voilà, donc ça c'est pour citer Martin Steinmann. Je vous ai déjà cité le nom de son article phare, non, c'est l'article un peu fondateur de cette théorie, c'est la forme forte, qui est justement cette idée d'une forme qui parle avant d'être un signe, qui nous parle en tant que corps. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose pour lequel Alain Berthaud pourra nous aider à nous éclairer avec sa spécialisation dans le mouvement et la perception. Il y a un autre élément qui est pour moi important, c'est l'idée de la conception de l'architecture, parce que la conception, c'est pas seulement justement une conception théorique. Et en architecture, peut-être comme dans d'autres domaines, on a ce qu'on appelle le projet, peut-être une particularité architecturale, c'est-à-dire que quand on cherche une solution architecturale, on ne connaît pas forcément la solution avant de commencer un processus d'expérimentation, un processus empirique dans lequel le dessin ou la maquette ou les images, les plans sont des outils dans lesquels justement la perception, l'intuition et l'instinct parfois rentrent en ligne de compte. Donc il y a toute une dimension instinctive ou plutôt naturelle, j'aurais envie de dire, qui est dans la réalisation d'un projet d'architecture. Il n'y a pas que la dimension intellectuelle ou rationnelle. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus tourné quand même sur l'abstrait, sur la connaissance, sur la multiplicité des données, c'est-à-dire que nous, en tant qu'architectes, on souffre parfois de devoir répondre à une multitude de normes, de besoins, de performances quantitatives, de lois et que sais-je. Et ces injonctions contradictoires, très souvent, ont tendance à nous immobiliser, à nous paralyser, alors que justement, c'est parfois justement dans la spontanéité du mouvement,
du mouvement créatif peut-être, on peut trouver des solutions, puis on peut se projeter dans l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir on invite, de manière un peu paradoxale, un théoricien du mouvement, donc quelqu'un qui est justement à la fois, il nous expliquera, quelqu'un qui a beaucoup fait de recherche et d'expérimentation sur le mouvement et sur le cerveau, qui lui justement pourra nous éclairer sur cette dimension du corps en mouvement, du corps, on est aussi des corps, on n'est pas des esprits. Je dis là quelque chose de bien sûr d'une évidence. Et pour terminer, j'aimerais peut-être parler du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. 2 minutes, on le connaît tous, c'est un bâtiment qui est emblématique. Et là aussi, on ne le connaît pas seulement parce que c'est un bâtiment emblématique dans l'histoire de l'architecture ou de l'ingénierie, on le connaît aussi parce que voilà, il offre une spatialité particulière. C'est un bâtiment qui nous donne une expérience spatiale quand on le vit, quand on se balade dedans. On a cette perception de l'ouverture, du poids, du léger, du lourd, du fluide. Et c'est cette perception qui est justement, à mon avis, une appréhension assez simple et évidente dans laquelle on peut rentrer, alors qu'en fait, c'est un ouvrage extrêmement complexe en termes de structure. C'est un bâtiment qui a demandé beaucoup de compétences et de connaissances pour être réalisé, pour être conçu. Donc c'est ce paradoxe, une architecture à la fois complexe et simple. Voilà, peut-être un bâtiment qui pourrait être un exemple. Je cède la parole à Lambertos et je vous souhaite une conférence. Je voudrais remercier M. Wittmann et la Fondation Cycli de me donner une chance de parler devant vous. Je ne suis pas architecte, je suis totalement incompétent dans votre domaine. Je suis un physiologiste et je vais essayer de vous parler ce soir un peu de la façon dont fonctionne le cerveau et pourquoi ce concept de simplexité. Alors d'abord quelques idées générales, puisque M. Wittmann a abordé là-dessus et que nous avons commencé à discuter ensemble par écrit. Nous sortons d'un siècle, alors presque tout ce que je vais dire est écrit, pour permettre d'aller plus vite. Nous sortons d'un siècle où a dominé une pensée rationnelle qui a perdu contact avec le sujet, l'acte et le réel. Et en maths, Hilbert contre Poincaré, en philo, la philosophie analytique contre la phénoménologie, en psychiatrie, la domination de la psychanalyse. J'espère que ça, c'est la partie dangereuse de mon exposé. En linguistique, le débat entre grammaire universelle et diversité des langues, etc. En économie, la dérive vers des modèles financiers qui sévit toujours, bien que l'homme ne soit pas un décideur rationnel. Richard Stelten, un des plus grands économistes, a dit « Le principal courant théorique moderne en économie se fonde sur une notion irréaliste de la décision chez l'homme. Les agents économiques sont décrits comme des maximisateurs bayésiens de l'utilité subjective pleinement rationnelle. Cette conception de l'économie n'est pas étayée sur des bases empiriques. Et rappelez-vous, le prix Nobel d'économie donné à Tversky et Kahneman qui a fait ce livre récemment et qui aussi contestait le caractère purement rationnel de l'économie. Aujourd'hui, il y a une remise en cause très importante. Alors, ce qui s'est passé depuis... Là, j'écris depuis 15 ans, maintenant c'est depuis 25 ans, le temps passe, je dois dire. Un changement de paradigme très important s'est produit. Il y a une réintégration du rôle de l'acte, du corps sensible, de l'émotion, du sujet au centre de tous les processus. Au début était le verbe, disait Faust. Non, il se reprend et il dit au début était l'acte. L'acte, c'est pas l'action. L'acte, c'est l'action plus les intentions, la culture, etc. C'est ce que j'ai mis dans mon bouquin Le sens du mouvement en exergue. Damasio retrouvait le rôle de l'émotion dans les décisions, voire William James et Spinoza. Le retour de la phénoménologie, et je suis un fervent lecteur de Merleau-Ponty. Et j'ai eu la chance de travailler aussi avec Jean-Luc Petit, un philosophe spécialiste de Husserl, avec qui on a fait ce bouquin Phénoménologie et physiologie de l'action chez Odile Jacob pour essayer de mettre en contact philosophie et physiologie, ce qui est très intéressant comme exercice interdisciplinaire. Alors, tout ça pose le problème, en particulier celui de la complexité. Tout le monde parle de la complexité aujourd'hui, du monde, des choses, peut-être aussi de l'architecture. Et ce que les physiologistes et les biologistes, pas seulement les physiologistes, les biologistes ont constaté, c'est qu'au cours de l'évolution, pour faire face à un monde complexe où domine l'incertitude et à la complexité du cerveau, les organismes vivants ont mis au point des solutions pour survivre. Parce que survivre, c'est pas faire une conf d'une heure devant des minants, une personne compétente, ça se joue en 100 millisecondes, ou en 50 quelquefois.
Ces solutions sont des principes simplificateurs à tous les niveaux de l'approche du vivant, depuis le niveau moléculaire ou génétique jusqu'au comportement individuel et social. Ils ne sont pas simples, ils sont simplexes. Ça y est, c'est parti pour la simplexité. Ils mettent en jeu, et ça c'est ce que nous découvrons, découvrent les biologistes, en regardant les mécanismes du vivant. La modularité, c'est la division du travail. L'anticipation, la prédiction, probabiliste, monde incertain. La redondance, les mémoires pour prédire, les modèles internes, les détours, prendre un détour pour faire quelque chose, apparemment ça complique, mais en réalité c'est plus efficace, de multiples espaces, l'inhibition, l'émotion, etc. Voilà un ensemble de principes de fonctionnement qui ont été élaborés au cours de l'évolution dans les organismes vivants et qui permettent aux organismes vivants de survivre dans ce monde où il faut aller vite et résoudre des problèmes complexes. Et puis un deuxième principe sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ce principe de diversité, qui fait partie, à mon avis, de la simplexité dans son ensemble, c'est-à-dire remplacer un processus par un autre, aboutir au même but par des chemins divers. Alors, il y a eu de nombreux usages du concept. En paléontologie, la vicariance, c'est par exemple le fait que la grenouille en Afrique n'a pas le même génotype que la grenouille au Brésil, mais n'a pas le même phénotype. C'est la diversité par la variété des phénotypes par rapport à un génotype commun. En linguistique aussi, en psychiatrie, et dans le domaine surtout de l'éducation, l'éducation vicariante, c'est-à-dire la grande école de Bandura aux États-Unis ou l'école en France, la très grande école Reclin, qui a été complètement oubliée, puisqu'on a finalement oublié, en particulier dans l'enseignement, que nous sommes tous différents, comme vous êtes tous différents dans cette salle, et on a construit des modèles moyens de l'étudiant, etc., et des méthodes qui ne tiennent pas compte de ces différences, qui était le domaine de la psychologie différentielle. Chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants pour remplir une fonction donnée et s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Certains de ces processus seraient chez un individu donné plus facilement évocables que d'autres, etc. Alors, quelques exemples de principes simplexes et vicariants, ou plutôt d'études sur le fonctionnement du cerveau chez l'homme, puisque je ne parlerai pas de l'animal, qui relèvent de ces idées générales. Alors d'abord, la modularité. Ben oui, la division du travail dans une société, il y a des architectes, des bouchers, des boulangers, des médecins, etc. Ben c'est pareil dans le vivant. Le vivant décompose les fonctions dans des principes de modularité, ce qui est une complexité apparente, mais qui en réalité, comme dans la société, permet d'aller plus vite et de résoudre des problèmes complexes. Après ça, il faut unifier. Bon, c'est le problème majeur. Alors par exemple, dans le cerveau, eh bien, la vision, quand on regarde un spectacle, ça peut être aussi une architecture, eh bien, le cerveau décompose dans des voies dorsales les aspects spatiaux, mouvement, action, etc. Dans des voies qui vont vers le plus ventral, le détail, la forme des objets, le visage, etc. Dans d'autres circuits dont je parlerai peu, parce que je vais peu vous parler d'émotions, qui convergent vers une structure importante qui est l'amygdale, qui est le centre à partir de lequel les objets du monde extérieur sont évalués, c'est-à-dire l'amygdale donne une valeur. Quand vous avez vu mon visage, par exemple, vous avez dit le type il a l'air sympa ou pas. Ça, c'est fait dans votre amygdale. Et éventuellement, après m'avoir écouté, le cortex orbitofrontal va éventuellement modifier cette impression en bien ou en mal, on va voir, et va permettre au cortex préfrontal, ici, d'intégrer tout ça, l'aspect émotif, valeur, et les aspects cognitifs, pour finalement prendre des décisions. Voilà un exemple de ce qu'on peut appeler la modularité, mais il y en a beaucoup d'autres. Autre exemple, la diapo. Je dois vous demander de me pardonner, mes diapos sont souvent compliqués, mais j'essaie de raconter une histoire de façon plus conviviale. Voilà un très bel diapo qui est dû à Étienne Quéclin, dont le nom a sauté ici, mais il est là. Étienne Quéclin est un polytechnicien économiste qui est directeur du laboratoire sciences cognitives de l'École normale à Paris et qui a fait cette magnifique diapo. Il s'intéresse au processus de décision de façon générale et il a montré comment dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire ici, il y a aussi une modularité avec, comme vous le voyez, des parties qui infèrent la pertinence de la stratégie et dans les comportements, des parties qui infèrent la pertinence de stratégies alternatives,
des parties qui récupèrent une stratégie alternative devenant pertinente pour guider le comportement, etc. Donc une modularité extraordinaire, même au niveau de ces structures préfrontales qui sont celles finalement qui prennent les décisions et qui vous permettent de concevoir éventuellement des bâtiments ou des villes d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà encore un autre exemple qui concerne plus particulièrement le système des émotions, hein, qui est tout ce système ici dans la partie inférieure du cerveau. J'ai mentionné tout à l'heure l'amygdale, mais de façon plus générale, on a une partie dans le préfrontal qui est sélectionne les décisions. Cette partie dont j'ai parlé jusqu'à présent, les émotions, les préférences en quelque sorte. Et puis il y a une autre partie qui, elle, est profonde, là au milieu du cerveau, tout en bas. C'est la motivation. C'est-à-dire que j'ai envie d'un fruit, je préfère une pomme, et finalement, après avoir pris en compte beaucoup d'éléments, et je vous recommande bien sûr les lectures des livres de Damasio que vous connaissez tous, eh bien, on va prendre une décision. Donc, encore une fois, modularité. Le problème global, qui est peut-être aussi le problème de l'architecture, c'est qu'il faut avoir une conception d'ensemble. Et au fond, nous ne savons pas actuellement comment est faite cette intégration globale à partir de cette modularité. Mais cette complexité apparente permet quand même de résoudre les problèmes mieux. Et je vais parler tout à l'heure de la vicariance. Alors, autre élément extrêmement intéressant, l'anticipation et la prédiction. Le cerveau n'est pas une machine qui prend les informations sur le monde et qui les traite. Votre cerveau n'est pas en train de regarder, d'écouter tout ce que je dis, etc. Pas du tout. Le cerveau anticipe, prédit, choisit. Par exemple, vous avez l'impression que ces deux petites créatures n'ont pas la même taille. En réalité, si vous allez sur l'écran, je peux vous en faire la démonstration. Elles ont exactement la même taille. C'est le contexte géométrique dans lequel elles sont situées qui fait que votre cerveau décide que ces deux créatures n'ont pas la même taille. De même, les psychologues, dans les années 1950, aux États-Unis, dans la côte ouest, ont construit une pièce trapézoïdale comme celle-là, avec un petit trou dans le mur ici. Et quand on regardait à travers cette pièce qui était trapézoïdale, hein, le plafond était penché, deux petites filles qui objectivement avaient la même taille étaient perçues comme ça, et la pièce était perçue comme cubique. Parce que le cerveau aime la symétrie et il transforme le monde en fonction de ses propres analyses. Vous savez tout ça, mais voilà ce que la psycho montre de façon très, très, très claire. Donc voilà, le cerveau anticipe, construit le monde, choisit, et n'est pas simplement une machine qui compte, comme on le pense, et comme d'ailleurs l'IA essaye de nous expliquer que ça fonctionne en ce moment, à partir des informations déjà acquises. Alors, je vous donne quand même, puisqu'on parlait du mouvement, M. Wittmann a parlé de ça tout à l'heure, des lois simplificatrices, par exemple le geste simplex. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler beaucoup de la locomotion, mais dans le cadre pour la locomotion, c'est aussi le cas. La locomotion, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué, puisqu'il y a des générateurs de marche dans la moelle. La marche, c'est pas simplement faire ça, hein. C'est aller quelque part, c'est déambuler, naviguer, se promener dans vos bâtiments. L'initiation dans la réticulée mésencéphalique, des répertoires de marche, sauter, etc. L'intégration avec la posture et l'émotion, l'intégration avec le but, la navigation, l'intégration avec la mémoire et la décision. Et cette complexité, elle est simplifiée déjà au niveau biomécanique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ça, mais par des mécanismes comme la stabilisation de la tête quand on court. Vous voyez, on court pas comme ça. On court avec la tête complètement stabilisée. Vous verrez que n'importe quel skieur qui fait ou quelqu'un qui fait du surf ou une gazelle qui court a toujours la tête parfaitement stabilisée parce que la marche est organisée non pas à partir ou la course à partir des pieds, mais à partir de la tête où est située une centrale inertie, etc. Donc il y a une extraordinaire simplification par la construction d'un référentiel mobile qui nous permet de nous affranchir du sol. Et c'est apparemment plus compliqué, mais en fait, ça nous donne la liberté de faire des mouvements d'une très grande complexité et de résoudre ce problème d'une façon extrêmement élégante. Autre exemple plus simple à comprendre,
dans le temps qui m'est donné, celui du geste. Si avec mon doigt maintenant je fais une ellipse, vous avez l'impression peut-être que mon doigt se déplace à vitesse constante. Eh bien, pas du tout. Mon doigt se déplace en fonction d'une loi extraordinairement rigide qui s'appelle la loi de la puissance 2/3. Cette loi relie la vitesse tangentielle à la courbure. C'est-à-dire que je vais vite quand la courbure est faible, et je ralentis au virage, disons. Et voilà la mesure qui a été faite. Ça a été découvert par nos amis italiens, etc. Vous voyez qu'il y a ici une loi qui lie de façon linéaire la vitesse tangentielle et le rayon de couverture. Et ce que nous avons montré dans le laboratoire, c'est vrai aussi pour la marche. C'est-à-dire que si je marche suivant une ellipse, là, comme ça, devant vous, vous voyez, on m'a proposé une chaise, mais je gigote, on parle du mouvement, là, il faut bien. La même loi s'applique. C'est-à-dire que je vais vite et je ralentis. Le problème, c'est d'où vient cette loi. Parce qu'elle est valable pour tous les mouvements naturels, qu'ils soient faits avec le doigt, avec la main, avec la marche. Donc il y a là quelque chose qui fait réfléchir, et je vais aller un tout petit peu plus. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette loi qui contrôle les mouvements naturels est aussi valable pour la perception. Par exemple, cette calligraphie ici, qui a été faite par un geste magnifique, et ce geste formidable de ces statues de Rodin active dans notre cerveau l'aire médio-temporale, et ça a été magnifiquement montré par Zeki à Londres. J'ai été très jaloux parce que j'avais envie de faire la manip, mais il a fait avant moi. C'est la bonne jalousie scientifique. Il y a des mauvaises jalousies, mais celle-là, elle est plutôt bonne. Et il a montré que à partir du moment où une forme est produite par un geste naturel, c'est pour ça que j'ai insulté les architectes dans mon livre du mouvement, et j'ai survécu jusqu'à présent, mais on verra ce soir. C'est parce que donc à partir du moment où une forme a été faite par un geste naturel, elle active dans notre cerveau les mêmes structures que celles qui sont activées si on perçoit le geste. Il n'y a pas de différence entre percevoir et agir. Alors, vous connaissez tous l'existence des neurones miroirs, puisqu'on en parle beaucoup. C'est les neurones miroirs, c'est-à-dire, nous avons aussi dans le cerveau, ici, c'est Giacomo Rizzolatti qui l'a montré chez le singe d'abord, mais ça a été confirmé chez l'homme. Nous avons ici dans le cortex frontal des neurones. En fait, c'est un réseau qui s'active aussi bien lorsque le singe va prendre un cacahuète ou lorsque on le regarde manger un cacahuète. C'est-à-dire que quand je vais faire comme ça maintenant, dans le cerveau de M. Wiedemann s'activent les mêmes neurones que ceux qu'il ferait et qui s'activeraient s'il faisait ça aussi avec ça. C'est très important parce que c'est la fin définitive du fossé entre percevoir et agir. Parce que notre cerveau, comme je vais le dire dans un instant, est essentiellement un simulateur qui est pour prédire, qui simule l'action extérieure, même avec des formes statiques. Alors c'est vrai aussi pour toute une série de formes, qu'elles soient dans l'écriture ou qu'elles soient dans l'architecture. Autre loi que nous trouvons aussi en physiologie, qui est intéressante, c'est la loi qui sous-tend les trajectoires locomotrices. Quand on va quelque part et qu'on déambule dans vos villes ou dans vos architectures. Si je pars d'un point ici et que je veux passer à travers une porte dans cette direction, je peux faire ça comme ceci, je peux le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Eh bien, tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une stéréotypie des trajectoires locomotrices qui, encore une fois, pose un problème de savoir pourquoi donc y a-t-il ces lois générales qui sous-tendent les trajectoires et la géométrie de nos mouvements. Une partie du secret, une petite partie a été levée par des travaux que nous avons faits en collaboration avec mon ami Tamar Flash, qui est en Israël à l'Institut Weizmann, qui est une mathématicienne et physiologiste, le mathématicien Daniel Benquin, qui est un des plus grands géomètres français actuels, et l'étudiante, évidemment, parce que c'est les étudiants qui font le boulot. Et nous avons montré ensemble, enfin c'est eux qui l'ont montré, parce que je suis à peu près nul en maths,
que si on fait des formes soit en dessinant, soit en marchant, des formes plus ou moins complexes, pour pouvoir modéliser correctement la vitesse le long de ces trajectoires, il faut faire l'hypothèse que le cerveau fonctionne dans des géométries non euclidiennes. Point fondamental. C'est-à-dire que, comme l'avait dit Henri Poincaré, la géométrie euclidienne est la plus commune, mais elle n'est pas la vraie. Et pour modéliser ces mouvements, il faut prendre en compte le fait que le cerveau utilise au moins des géométries affines et coaffines. Et nous travaillons actuellement avec, je reviendrai là-dessus, avec Daniel Benquin, sur le fait que vraisemblablement la géométrie des topos de Grothendieck est impliquée dans tout ça. Je vous rappelle ce qu'avait dit il y a longtemps quand même Poincaré, pour ceux qui ne connaissent pas. Localiser un objet dans l'espace, c'est simplement se représenter les mouvements qui seraient nécessaires pour l'atteindre. Ce n'est pas une question de se représenter les mouvements eux-mêmes, mais simplement les sensations musculaires qui les accompagnent. Quel plaisir pour le physiologiste. Et Einstein avait dit, Poincaré a raison, l'erreur fatale qu'une nécessité mentale précédant toute expérience est à la base de la géométrie euclidienne est due au fait que la base empirique sur laquelle repose la construction axiomatique de la géométrie euclidienne fut oubliée. La géométrie doit être considérée comme une science physique dont l'utilité doit être jugée par sa relation à l'expérience sensible. C'est tout le discours que je crois, et il fait comme ça, vous a tenu M. Wittmann tout à l'heure. Et je dois dire que j'ai eu la chance, presque 2 ans avant son décès dramatique, d'avoir beaucoup d'échanges avec Paul Andreu. Et Paul Andreu m'a raconté la chose suivante, que je vous dis en 10 secondes. Il avait à faire Roissy, l'aéroport Charles de Gaulle, le nouveau terminal F. Et son équipe avait beaucoup de mal, lui sortait des choses qui ne lui plaisaient pas. Et il m'a dit, c'est un témoignage personnel, mais qu'il a écrit dans un livre que nous avons publié, dont le titre est « Les libertés de l'improbable », avec pas mal de gens très différents. Il est allé dans son bureau et sur une grande feuille de papier, il a fait ça. C'est ça. Et il est allé dans l'atelier, il a dit, écoutez les gars, vous vous débrouillez, vous faites ça. C'est-à-dire que ce merveilleux bâtiment dans lequel on est, je ne peux pas reprendre vos mots, mais c'est exactement vos mots de tout à l'heure, dans lequel on part dans le voyage. Eh bien, il a été conçu, sa forme a été conçue à partir d'un geste de Paul Andreu. Je suis toujours un peu ému parce que j'ai eu vraiment une grande amitié pour Paul Andreu. C'était un très, très grand architecte, mais aussi un homme d'une très grande sensibilité. C'était devenu un très grand ami. Et voilà. Une très belle exposition à Paris actuellement, magnifique, au Trocadéro. Tout ça est possible parce que le cerveau, vous l'avez deviné, vous le savez, n'est pas une machine qui prend en compte des informations sensorielles et les traite, mais qui les simule en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, mais autrement dit, le cerveau n'est pas une machine qui prend des informations, les transforme et produit des mouvements, même avec des mécanismes un peu anticipateurs. Notre cerveau est essentiellement formé de boucles. C'est-à-dire qu'à partir des informations qui sont entrées dans le cerveau et qui entrent toutes par un seul endroit, comme ici, il y a une seule porte, le thalamus. Tout ce qui vient de l'extérieur passe par le thalamus. Et à partir du thalamus, eh bien, il y a des boucles qui relient le thalamus au cortex, au ganglion de la base, des boucles pour l'émotion, des boucles pour le mouvement des yeux, pour le mouvement des membres, pour la prédiction, la pensée, etc. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne comme ça en permanence, nuit et jour d'ailleurs, avec des processus oscillatoires essentiellement. Nous ne sommes, ça fait pas plaisir aux psychanalystes quand je le dis, nous sommes essentiellement des oscillateurs couplés, mais c'est formidable. Il faut encore alors ça, il y a donc un principe simplex là qui est la modularité, et puis la transformation de tous les codages dans ces oscillations qui fonctionnent en permanence. Et cela permet de choisir la meilleure stratégie pour chercher les solutions les plus efficaces. Il faut pouvoir simuler les actions sans les
les exécuter. Le cerveau est un simulateur, il simule le corps et le monde dans des boucles internes et sur ce que nous appelons des modèles internes, terme aussi utilisé en robotique. Le fait que le cerveau simule est tout à fait... Il n'y a pas que les neurones miroirs, c'est une propriété générale. Si je fais ça que tape avec ma main, j'active un certain nombre de structures dans le cerveau. Et si maintenant j'imagine que je le fais, petit silence, eh bien, s'activent dans mon cerveau à peu près les mêmes aires. C'est-à-dire le mouvement imaginé, lui aussi, active les mêmes aires dans ces circuits de simulation du monde. Et un des plus beaux exemples du fait que nous pouvons simuler complètement le monde, c'est le rêve. Moi, je fais des cauchemars toutes les nuits à peu près, mais c'est toujours vrai, c'est réel. Je prends des trains. Nous n'avons pas besoin du monde. Nous avons dans notre cerveau tout ce qu'il faut pour simuler complètement, pas tout à fait complètement, une bonne partie de nos actions dans le monde. Parce qu'il y a des réseaux de neurones qui codent ce que nous appelons ces modèles internes de nos membres, etc. Et c'est un principe, ça fait partie de la complexité. C'est apparemment plus compliqué d'avoir créé cette simulation mentale des réseaux de neurones qui se comportent comme nos membres, comme la gravité aussi. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais nous avons des modèles internes de la gravité. On est allé dans l'espace le montrer sur la station Mir, sur la station spatiale, etc. Mais ensuite, il faut assurer la coordination entre ces modèles internes du monde, le corps physique et le monde lui-même. D'où, évidemment, toutes les sources d'erreurs, les pathologies que vous pouvez imaginer. Autre principe simplex tout à fait étonnant qui met en cause, pas en cause, mais qui prend en compte la modularité, mais aussi toute une série de propriétés, c'est la relation entre la mémoire du passé et la prédiction du futur. Vous savez qu'il n'y a pas la mémoire, ça n'existe plus, la mémoire. Il y a la mémoire épisodique, c'est-à-dire là, en ce moment, notre rencontre. La mémoire sémantique, pourquoi nous nous rencontrons. La mémoire procédurale, comment nous avons fait pour nous rencontrer. Et il y a dans le cerveau des réseaux différents qui codent ces différentes mémoires. Eh bien, nos collègues à Londres et à Boston ont montré que dans le cerveau, il y a la même, ou à peu près la même, la science n'est jamais totalement précise, la même division du travail, la même modularité pour la construction des scénarios du futur, avec des modules dans le cerveau qui construisent l'aspect épisodique, d'autres sémantiques et d'autres procédurales. Et pourquoi c'est tout à fait étonnant, cette complexité apparente, c'est que cela permet la mise en relation très efficace des événements passés, de chacun des modules pour les événements passés avec le futur. Donc ça permet ce que maintenant dans la littérature de neurosciences, on appelle mental time travel, c'est-à-dire le fait qu'il y a un échange permanent, un aller-retour permanent entre ces modules, les modules dans lesquels sont stockées les mémoires du passé et les modules dans lesquels sont faits les scénarios. Tout ça est évidemment très schématique, mais c'est tout à fait intéressant. Et pour moi, le résultat le plus absolument spectaculaire de ces découvertes faites par nos collègues, c'est que ça me remet en cause complètement la notion d'identité. Et moi, je pense que ça ne peut pas ne pas avoir, mais pardonnez-moi, hein, de temps en temps, je prends le risque, ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences en matière d'architecture, de qui je suis là où je suis maintenant. C'est-à-dire que l'identité n'est plus statique, l'identité, c'est le résultat permanent de cette relation entre ces différents modules avec toutes les variations possibles. Et j'ai tout un discours aussi sur l'identité avec des travaux qu'on a fait. Alors tout ça, évidemment, a été prédit par Husserl et mes collaborations avec Jean-Luc Petit dans ce bouquin Phénoménologie et physiologie de l'action
on en a parlé, puisque Husserl l'avait déjà décrit de façon très théorique, hein, ce qu'il avait appelé la relation entre rétention et protension. Voilà. Donc ces idées étaient déjà, mais nous avons maintenant des données de neurosciences plus empiriques qui soutiennent ces idées-là. Alors, autre phénomène tout à fait remarquable, l'évolution a créé dans notre cerveau un double, qui avait été appelé par les neurologues le schéma corporel. Les rêves et les membres fantômes en sont des exemples. C'est-à-dire que nous avons dans notre cerveau, c'est comme ça qu'on peut rêver, c'est comme ça que les membres fantômes, vous savez que les gens peuvent avoir un bras coupé et avoir l'impression qu'ils ont un bras qui bouge. Donc il faut bien qu'il y ait dans le cerveau des structures qui simulent le corps pour que quelqu'un qui n'a plus une partie du corps puisse avoir l'impression que cette partie est là et bouge. Ça, Eh bien, nous savons maintenant que cette représentation mentale du corps, j'aime pas le mot représentation, mais ces structures où le corps peut être simulé en tant que tel, pas simplement de façon multisensorielle, se situent dans le cortex temporopariétal. Je n'ai pas l'image ici, mais ça avait été prédit par le grand neurologue canadien Wilder Penfield. Et c'est ici, temporopariétal. Il avait dit qu'il y avait là une structure qui était Awareness of Body Scheme. Les Anglais sont plus précis que nous. Ils ont Awareness et Consciousness. En français, nous, on n'a que la conscience parce qu'on aime bien les concepts très généraux. Mais Awareness, c'est pas Consciousness. Et donc, c'est Awareness of Body Scheme. Et nous avons démontré avec nos collègues à Grenoble, et ça a été redémontré ici très brillamment par Olaf Blanke à Lausanne, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, que nous avons donc dans cette partie du cerveau ici des structures qui sont aussi responsables des phénomènes bien connus en neurologie de sortie du corps. Olaf à Lausanne a travaillé sur ce qui s'appelle out-of-body experience, c'est-à-dire les gens, avec d'ailleurs l'équipe de Teddy Landis ici, qui était le patron de la neurologie à l'hôpital de Genève. Les gens sont couchés, les patients sont couchés dans leur lit et tout d'un coup, ils ont l'impression qu'ils sont au plafond en train de se regarder. Dissociation, out-of-body experience. Mais c'est des structures aussi qui sont responsables de autoscopie, voire Dostoïevski, le double, etc. Donc nous avons dans le cerveau de multiples aires qui codent les parties du corps, qui codent des comportements, mais en particulier, nous en avons une dans lesquelles est représenté et simulé notre corps dans l'ensemble. Et c'est là, alors quand je fais des confs, comme j'en fais pas mal auprès des cliniciens pour la pathologie, c'est évident que c'est là qu'il faut agir pour rééduquer le corps, mais ça, c'est une autre discussion. On n'a pas le temps et je voudrais pas être long. Le fait que ce corps puisse être mis en évidence, ce double, et qu'on peut le projeter dans l'espace, a été très joliment apporté récemment par une manip qui s'est appelée la main de caoutchouc. Le sujet a les deux mains sur une table et on cache une de ses mains, on met une main de caoutchouc devant lui et le sujet touche en même temps la main cachée et la main de caoutchouc. Eh bien, au bout de très peu de temps, il a l'impression que c'est la main de caoutchouc qui est sa main. La synchronie donne l'impression que cette main artificielle est... La même chose a été faite à Lausanne, d'ailleurs, par Olaf Blanke, mais aussi par des équipes en Norvège, dans le Nord. Une caméra prend... Imaginez qu'une caméra est dans mon dos, prend une image de moi dans mon dos et me la projette dans un casque de réalité virtuelle. Donc ce sujet voit son corps projeté devant lui dans le casque virtuel. Si on le touche, lui, avec une baguette dans le dos, l'équipe d'Olaf a montré qu'au bout de très peu de temps, le sujet a l'impression qu'il est devant lui, dans son corps virtuel, en train d'être touché. Donc nous pouvons projeter à l'extérieur ce corps virtuel. Alors c'est évidemment tout un sujet extrêmement intéressant en relation avec les avatars virtuels et tout, sur lesquels je travaille, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais c'est extrêmement intéressant parce que
Je travaille, moi, avec des architectes et toute une série d'équipes intéressées par ces problèmes de relation avec les avatars. Et peut-être j'aurai une minute pour vous en parler. Est-ce que vous voudrez bien me faire un petit signe quand j'ai parlé 45 minutes 45 minutes après vous, monsieur Whitman. Oui, on doit être à 37 minutes, 40 minutes. Comment? J'ai parlé 40 minutes. Allez, bon poids. Ça va, vraiment, je vous suis reconnaissant d'avoir retardé votre dîner, là. Non. La vicariance. Alors, la vicariance, c'est une propriété simplexe. La psychologie différentielle, j'en dis, mais maintenant, je vais vous donner quelques exemples de cela. Parce qu'il n'y a pas que la vicariance fonctionnelle. La vicariance fonctionnelle, c'est la capacité de faire la même chose de différentes façons. Vous pouviez venir ici en voiture, à pied, en hélicoptère, etc. Il y a eu aussi, décrit par le von Uexküll, dont vous avez tous lu le livre absolument merveilleux, le concept d'une Welt. Nous sommes enfermés dans des limites étroites pour l'accès au monde sensible. Nous ne pouvons percevoir du monde que très peu de choses. La tique, vous savez, la seule chose qui l'intéresse, c'est la chaleur et l'acide butyrique. Quand elle la sent, elle tombe sur votre peau, elle vous suce le sang et elle meurt. Bon, ça lui suffit. Nous, on est un peu plus que la tique, mais c'est un exemple de ce que von Uexküll a appelé. Mais il insiste sur le fait que les organismes vivants effectuent souvent la même action de façon très différente, c'est la vicariance. Ceci dit, il parle aussi de la vicariance d'usage. Et je prends cet exemple qui est un très joli exemple. La tige de la fleur se métamorphose dans les 4 milieux de la jeune fille, de la fourmi et de la vache. Oui, de la larve, de la cigale et de la vache. Elle est pour chacune porteuse de signification, car elles utilisent respectivement la tige comme une parure, un chemin, un matériau de construction ou une nourriture. On peut prendre... bon, voilà. C'est-à-dire, c'est très important, cette chose. Et avec les architectes, on en parlait avec M. Widman tout à l'heure, mais j'ai eu des discussions avec le directeur de l'innovation de Bouygues récemment. Il y a, en matière d'architecture, cette idée qu'éventuellement certains locaux puissent être affectés à des usages très, très différents et non pas affectés à un seul usage. Et j'avais eu beaucoup de discussions avec le cabinet Saunier qui a construit l'hôpital de Marne-la-Vallée, puisque leur idée, c'est que cet hôpital énorme, dans 10 ans, sera complètement réorganisé et que par conséquent, il fallait inscrire la vicariance dans la conception même, puisqu'une pièce de radiologie pouvait servir à une pièce de psychiatrie dans 10 ans, etc., ou à des approches nouvelles. La vicariance suppose une autre propriété fondamentale de la simplexité, c'est l'inhibition. Tous les circuits de notre cerveau qui sont excitateurs sont doublés pratiquement d'un circuit inhibiteur. Quand vous regardez mes diapos, pratiquement, il faut lever des inhibitions pour pouvoir faire une saccade ici et pas regarder n'importe où. La sélection que nous faisons dans le monde est essentiellement produite par le fait que nous inhibons tout ce que nous pourrions faire. Agir, c'est essentiellement inhiber. Et toutes les structures du cerveau importantes pour la décision de sélection sont inhibitrices. Un exemple de l'équipe d'Olivier Houdet sur une tâche cognitive. Le sujet est assis devant un panneau et il doit faire une tâche logique, comme vous, éventuellement, le faites sur un plan lorsque vous devez décider la répartition des éléments dans un plan d'urbanisme ou autre. Il doit faire une tâche logique à partir de la perception. Eh bien, au début, on s'aperçoit que le sujet adulte travaille avec la partie arrière de son cerveau, c'est-à-dire les zones perceptives. Et puis, il fait des erreurs logiques. Et au bout d'un moment, on voit disparaître, sauf bien sûr les aires visuelles, une partie de ces tâches-là. Ça a été magnifiquement montré par Houdet. Et on voit apparaître ces aires préfrontales. C'est-à-dire que le sujet change complètement de stratégie cognitive. Et pour cela, il doit inhiber, ça a été très bien montré expérimentalement, il doit inhiber toutes ces stratégies perceptives pour pouvoir résoudre ce problème logique sans être finalement influencé d'une certaine façon par la perception.
Et bon, moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle L'inhibition créatrice, parce qu'en réalité, il n'y a pas comme pour la mémoire, la conscience, etc., on doit parler des inhibitions. Il y a dans le cerveau des centaines de mécanismes différents d'inhibition qui, chaque fois qu'on met un neurone inhibiteur, on peut avoir la plasticité, la sélection, on peut changer. Et ça, c'est une extraordinaire invention de l'évolution, tout au début hein, de l'évolution. Nous ne faisons que, en permanence, résoudre un problème d'équilibre entre excitation et inhibition dès l'enfance. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que le temps passe sur cette question absolument passionnante, mais qui est fondamentale pour la... Je reviendrai un tout petit peu là-dessus dans un moment. Le cerveau et les espaces. Parce qu'on trouve aussi des principes de simplexité et de vicariance dans les nombreux traitements par le cerveau de l'espace, ou plutôt des espaces. Puisque moi, j'ai maintenant produit... je vais vous en parler. Bien sûr, le problème de la multiplicité des espaces, c'est un problème d'échelle, c'est un problème extraordinaire que nous connaissons tous, avec lequel vous travaillez de façon majeure. Et nous avons aussi, dans le domaine de l'anthropologie, de très très jolis exemples de la façon dont l'homme a résolu ces problèmes. Voici par exemple la maison des Mirana, étudiée par Karadimas, qui malheureusement est décédé. Cette maison, c'est en Amérique du Sud, c'est la maison commune des Mirama, de ces gens. Eh bien, cette maison, il a montré que l'architecture de la maison est inspirée par un couple qui est en train de faire l'amour. L'entrée de la maison est le vagin de la dame, c'est-à-dire c'est la fécondité. La maison, son architecture intime est sous le signe de la fécondité. C'est ainsi qu'il l'a décrit. C'est un premier espace, en quelque sorte. Un deuxième espace dans lequel elle est inscrite, c'est l'espace géographique, non pas par rapport au nord-sud, mais par rapport, comme c'est souvent le cas chez les gens, par rapport aux montagnes, aux rivières, etc., environnement, c'est-à-dire un système de référentiel. Et je vais parler de ça dans un moment, la multiplicité des référentiels, un système de référentiel géographique. Et puis, il y a un troisième espace qu'il a réussi à découvrir en parlant avec ces gens, tout ça est inscrit dans l'espace cosmique par rapport aux étoiles. Donc, il y a là une extraordinaire, un très bel exemple d'emboîtement des espaces tels qu'ils étaient conçus. Je mentionne tout à fait en passant, dans le cas de la vicariance d'usage, vous le savez peut-être mieux que moi, mais enfin, je le rappelle, le fait que depuis les Grecs, des palémentaux sont utilisés pour la mémoire, la mémorisation. C'est une très belle histoire qui a été très bien décrite par Francis Yates dans ce livre que je vous recommande, The Arts of Memory, qui est extrêmement important, par Marie Carruthers. Ici, il y a aussi Machina Memorialis, et puis Lina Bolzoni à Pise a beaucoup travaillé sur ces questions. L'idée, c'est que l'homme a donc, depuis les Grecs, utilisé des palémentaux, je crois que c'est la même chose dans les mandalas, en fait, tibétains, a utilisé des palémentaux pour aller stocker des choses. Ça peut être aussi bien des concepts que des herbes, des plantes, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est redevenu un petit peu à la mode maintenant, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est Marie Carruthers qui a, elle, parlé si mon souvenir est bon, des moines au Moyen-Âge qui stockaient des versets de la Bible dans des palémentaux, et ce qui leur permettait non pas simplement de se rappeler, mais chaque dimanche de faire éventuellement un sermon différent. C'est-à-dire, ils faisaient une navigation mentale dans ces palais dans lesquels ces éléments de la Bible étaient stockés pour arriver à fabriquer une histoire. Donc l'espace comme lieu de construction mentale, de souvenirs ou bien même de combinaison d'objets, etc. C'est une littérature passionnante et j'ai eu la chance de faire avec John Scheid, qui avait la chaire au Collège de France sur l'histoire de Rome, un colloque interdisciplinaire dans lequel on a mis ensemble les historiens et des neurophysiologistes sur une très belle histoire.
John Child avait lu un livre de Pétrarque qui était constitué de 100 questions par groupe de 10. Personne ne savait, et ces questions par groupe de 10 concernaient toute la vie à Rome. La paix politique, la fécondité, les règles sociales, etc. Personne ne savait à quoi pouvait servir ce livre qui ressemblait à une espèce de gigantesque fichier. Chaque question avait une réponse talmudique, c'est-à-dire pas une réponse, mais peut-être que c'est comme ci, peut-être que c'est comme ça, etc. Et il a découvert que chaque groupe de questions était associé à Rome à un endroit très précis, d'un circuit très précis, qui va de la Bocca della Verità, si vous connaissez, en remontant vers le Circus Maximus, ensuite à gauche vers le Forum, et ensuite on redescend à la Bocca della Verità. C'est à peine 2 kilomètres dans la Rome ancienne, et à chaque station correspond un groupe de questions. Par exemple, les questions sur la fécondité sont toutes à l'endroit où Romulus et Rémus ont été censés créer Rome, etc., avec des points de vue. C'est un très très bel exemple d'utilisation des arts de la mémoire. Et la théorie de John Child, qu'on a beaucoup discuté dans ce colloque, est que c'était un vadémécum pour les élites extérieures qui venaient à Rome pour qu'elles puissent mémoriser tous les aspects de la vie romaine avec cet outil des arts de la mémoire basés cette fois sur la ville, pas simplement dans les palais. Et je vous signale, vous avez sûrement lu quelques livres de Modiano, le prix Nobel de littérature. Tous ces livres, c'est essentiellement des arts de la mémoire dans Paris. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'espace, on a un problème. C'est comment, diable, le cerveau a pris en compte cette multiplicité des espaces. Les neurologues nous ont appris, il y a longtemps, qu'il y avait sans doute une modularité ici aussi, et qu'il y avait des lésions qui concernaient plus particulièrement l'espace du corps, ou l'espace de préhension, ou l'espace péripersonnel de locomotion, c'est ça, c'est nous là, ou bien l'espace environnemental. Donc ça existait, l'idée était dans la littérature. Il y a un papier d'IRM dans lequel les expérimentateurs ont mis les sujets, ça a sauté, dans l'IRM et leur ont fait pointer à 70 cm avec un laser ou à 2 mètres, vous. Et ils ont montré que ça n'est pas les mêmes réseaux dans mon cerveau qui sont activés si je pointe à 70 cm, espace péripersonnel, ou si je m'intéresse à ce que vous pensez de moi pendant que vous me regardez. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement, et c'est ça l'essentiel de notre théorie actuellement, il y a sans doute dans notre cerveau des espaces, des réseaux différents pour les différents espaces d'action. Ça, c'est une théorie Berthoz-Benquin, il y a 3 ans, mais qui est inspirée par tout ça. Nous avons, et vraisemblablement, ces réseaux différents travaillent dans des géométries différentes. Parce qu'il ne faut pas la même géométrie si je veux me gratter le bout du nez, ou si je veux venir vous serrer la main, ou si je veux imaginer ma déambulation dans cette pièce, ou imaginer le trajet que va faire le taxi qui va me ramener à Chamonix ce soir. Et l'idée, c'est que ce sont des géométries différentes, parce que ces différentes géométries prennent justement en compte de façon différente la gravité, les forces, etc. On n'a pas besoin de simuler mentalement dans notre cerveau les mêmes éléments du monde et notre rapport avec le corps en fonction de ce que nous appelons les espaces d'action. Et moi, j'ai formulé une théorie des 4 espaces d'action sur lesquels nous travaillons. Et ça a été résumé dans un bouquin qui est publié à la suite d'un colloque à l'Institut d'études avancées de Paris avec Tamar Flasch. C'est un colloque dans lequel on a regroupé des architectes, des scientifiques et des artistes. Space-time geometries for motion and perception in the brain and the arts. Parce que mon idée, c'est que les artistes nous montrent d'une certaine façon cette dissociation des espaces. Et j'ai tout un discours pour essayer de vous montrer qu'il y a cette dissociation. En théâtre, ça s'appelle les plans, etc. Donc ça, c'est un livre très scientifique qui pourrait vous intéresser éventuellement sur ces questions. Nous savons aussi
qu'il y a des réseaux différents dans le cerveau pour les différentes stratégies cognitives. Vous pouvez imaginer votre trajet depuis l'entrée de ce bâtiment jusqu'ici en vous rappelant ce que moi j'appelle une mémoire topokinesthésique, la séquence des mouvements et des épisodes qui vous avez rencontrés, etc. Codage égocentré, votre corps comme référence, ou vous pouvez avoir un codage allocentrique, topographique, ou bien vous pourriez avoir une mémoire hétérocentrée, comme actuellement tout ce que je fais ici. Je peux prendre l'ingénieur qui est à la régie, là, ou le caméraman qui me suit. En fait, en permanence, je le garde en tête parce que je sais qu'il me regarde et qu'il ne faut pas que j'aille me cacher derrière l'écran. C'est un référentiel hétérocentré. Notre cerveau est capable de prendre un assez grand nombre, en fait, en plus de ces trois, un assez grand nombre de référentiels différents pour coder notre mouvement. Ça aussi, vous le savez, mais aujourd'hui, on a des preuves expérimentales du fait que ce sont des réseaux différents dans le cerveau qui sont activés. Des réseaux, c'est-à-dire des relations, perception, action, mémoire, etc. Et par exemple, il y a l'expérience que j'aime bien montrer du palais virtuel que nous avons fait avec nos amis italiens, parce que je travaille beaucoup avec des équipes italiennes. On crée un palais virtuel, on met 3 objets dedans. Ça s'est inspiré de Beckett, évidemment. Et je vous pose la question, il y a 2 poubelles et une balle. Je vous pose la question, vous êtes dans l'IRM, la poubelle verte, laquelle des 2 poubelles est la plus proche de vous, là, de votre corps? Là, vous allez me répondre, c'est la verte. Bien. Ou alors, vous avez un problème. Mais, et puis, je peux vous poser la question, laquelle est le plus proche de la balle? Ça se fait avec un autre référentiel. Ou je peux vous dire laquelle est la plus proche du mur le plus grand du palais. Ça vous oblige à reconstituer toute la carte du palais, etc. Et on peut montrer que les réseaux du cerveau activés dans ces différentes tâches sont différents. Et qu'en particulier, il y a un codage égocentré dans la partie pariétale ici, codage allocentré ici, et qu'il y a des zones ici, comme le rétrospinal, qui vraisemblablement font les changements de coordonnées. Parce que changer de stratégie ou changer les référentiels suppose aussi de changer de coordonnées, comme vous faites vous-même quand vous changez de codage spatial. Alors, on a aussi des expériences qui ont été faites sur la familiarité avec Pascal Piolino et en réalité virtuelle. Ça, c'est une carte du quartier latin. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement il y en a des dizaines. Il en sort un par semaine depuis une quinzaine d'années maintenant sur les bases neurales du codage de l'espace. Et c'est le genre de choses qui font l'objet des conférences qui sont organisées par l'architecte Davide Ruzzon de Milan, italien, à l'école d'architecture de Venise, où il a monté un programme international, mondial, NAD, qui regroupe une vingtaine d'architectes venus du monde entier chaque année, et où il invite des neuroscientifiques pour venir faire des conférences, mais pas d'une heure, mais d'une journée ou d'une matinée entière, pour discuter avec les architectes. Parce que c'est très frustrant, effectivement, d'être simplement one way, parce que nous, on a plus à apprendre de vous que vous ne pouvez en apprendre de tout ce que je vous raconte, sans doute. Donc là, c'est un très bel exercice, et on a fait toute une série de conférences. On a fait 2 conférences d'un groupe de travail qui travaille avec lui et avec ce directeur d'innovation de Bouygues, qui notre programme s'appelle Brain Principles for City Design. Voilà. Et ceux qui veulent se joindre à notre groupe, vous êtes bienvenus. Alors, nous savons aussi qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ça, c'est très difficile comme sujet. C'est souvent dangereux. Mais il y a incontestablement, toute la littérature va dans ce sens-là, une préférence des dames vers des stratégies plutôt égocentrées, travaillant d'ailleurs avec leur cerveau gauche, et une préférence pour utiliser des repères. Et puis, il y a une préférence des hommes, je dis préférence, avec évidemment des interactions suivant nature, l'éducation, tout ça. Ça, c'est la partie prudente de mon exposé. Et il y a une préférence des hommes à tout ce qui est le codage allocentré, cartographique, et en particulier à la capacité de faire tourner les cartes. Non pas tourner au sens magique, mais faire la rotation mentale. Donc il y a tout un domaine aujourd'hui scientifiquement intéressant, difficile
difficile à étudier, pour ne pas dire n'importe quoi, sur les différences entre l'appréhension de l'espace et la façon d'utiliser l'espace et le véhicule spatial entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, avec, comme j'insiste là-dessus, le fait qu'il y a des overlaps. Il n'y a pas une dichotomie. Ça dépend aussi de l'éducation, etc. La vicariance permet aussi de changer de point de vue. J'en suis à combien, monsieur Wildman? Parce que je ne veux pas abuser du temps. On en est à 55 minutes. Donc il me reste 5 minutes. Voilà. Très bien. Vous tenez le coup? 5? 10? 15? Non, quand même pas. Je vais pas loin. Alors, changer de point de vue, changer de perspective, c'est un grand sujet fondamental. Et j'ai une citation magnifique de Merleau-Ponty dont je vous ferai l'économie. Ah. Et nous avons des paradigmes expérimentaux qui ont été faits. Ça, c'est une villa de Le Corbusier qui a été reproduite en image virtuelle. Et je vais vous poser la question. Je crois que ça... Oui, c'est ça. Vous voyez cette poupée, vous voyez cette lampe. Eh bien, la prochaine diapo est-elle prise du point de vue de la poupée? 1, 2, 3. Oui ou non? Je veux pas. Bon. Cette expérience est intéressante parce que, comme vous le voyez, je vous oblige à quitter votre siège et à vous mettre à la place de la poupée, à changer de perspective, de point de vue. Donc nous avons beaucoup de données empiriques maintenant sur les réseaux neuronaux du cerveau. Et voici par exemple une étude qui a été faite à Londres avec Neil Burgess, dans laquelle on a tout mélangé. C'est-à-dire les changements de point de vue par rapport à des objets qui sont sur une table, les changements de point de vue dans une pièce lorsque on met un avatar ou lorsqu'on met simplement une flèche pour distinguer ce qui est un humanoïde et une flèche, et des changements de perspective aussi qui concernent l'environnement, puisque nous sommes dans ces multiples espaces et que l'idée est que nous n'aurons pas les mêmes réseaux impliqués dans les changements de point de vue dans les différents espaces d'action. Modularité. Vous voyez pourquoi on parle de complexité? Tout ça a l'air d'être plus complexe, mais en réalité, tout ça simplifie. C'est ce que la complication apparente. Mais c'est ce que l'évolution a choisi. Autre chose que moi j'ai découvert en regardant les GPS, au début, les GPS étaient cartographiques, comme ça. Et puis tout d'un coup, on a vu apparaître des GPS. Et d'ailleurs, quand les cabinets qui font la promotion des villes ou des architectures, ils montrent un point de vue oblique. Et donc, on s'est posé la question entre le point de vue égocentré et le point de vue allocentré, pourquoi diable, empiriquement, les fabricants de GPS ont choisi l'oblique? Et donc, la théorie, mais qui a été étudiée aussi en IRM, évidemment, une fois qu'on a expérimenté, on a vu que c'était compliqué. Mais la théorie est que les gens qui ont fabriqué ces mondes virtuels pour représenter les villes ont été très malins parce que le point de vue oblique permet au cerveau d'encoder l'espace dans les deux systèmes. Et donc, après, quand on veut faire du recall, en fonction de l'usage qu'on veut en faire, soit de l'un, soit de l'autre, eh bien, on peut aller utiliser un encodage ou l'autre. Et donc, voilà un exemple d'utilisation de cette modularité de façon astucieuse. Autre chose que je mentionne très rapidement, c'est la latéralisation. Je vous rappelle que nous avons un cerveau gauche qui est plutôt le cerveau des détails, qui est le cerveau de la séquence, de la parole, du langage. Et ça n'est pas étonnant si nous avons pu montrer dans des expériences que c'est principalement le cerveau gauche qui est impliqué dans la mémoire séquentielle de nos navigations dans les espaces, égocentré. Et le cerveau droit qui est plus impliqué dans le codage allocentré cartographique. À gauche, quand on raconte un trajet, on le fait de façon séquentielle et ce n'est pas étonnant s'il y a cette spécialisation, avec évidemment des interactions. Et donc ça, c'est intéressant aussi par rapport à toute la littérature sur les escaliers qui vont à gauche, à droite, enfin toute la littérature sur la latéralisation. Oui, j'ai déjà parlé des différences entre les hommes et les femmes, donc mais je vous rappelle qu'il y a des livres qui ont étudié ces questions depuis longtemps, et que ce n'est pas simplement du bavardage.
Il y a aussi des réseaux différents pour une chose qui peut vous intéresser, c'est la différence entre exploration et exploitation. La première fois qu'on arrive dans une ville ou dans un bâtiment, on l'explore. Et puis ensuite, le lendemain ou 2 jours après, on exploite. Eh bien, effectivement, nous avons maintenant des données tout à fait intéressantes qui permettent, pas seulement de dire que c'est différent, mais qui ont permis, comme vous le voyez sur cette très belle diapo de Étienne Quéclan, de distinguer aussi les modes d'intervention de ces réseaux. Par exemple, certaines zones du cortex impliquées dans le monitoring du but courant, etc. Donc on a maintenant une façon, et c'est ça un peu mon discours, peut-être de discuter avec les architectes pour essayer de regarder si certains de ces concepts peuvent être intéressants aussi dans la conception, dans nos dialogues avec les neurosciences. Un domaine dans lequel on sait très peu de choses, et je vais terminer avec, sur l'empathie, c'est la question des espaces 3D. Moi, on sait pratiquement rien sur le codage spatial. Et nous avons fait avec l'Électricité de France une expérimentation dans laquelle on a reproduit une centrale nucléaire. Plus compliquée, on ne peut pas faire, hein, parce qu'ils avaient des problèmes de codage absolument extraordinaires pour guider la navigation. Et on a exploré les différentes façons d'encoder, de mémoriser les choses. Mais il y a très très peu de choses. Il y a une équipe à Fribourg, très peu. Je termine en 4 minutes, par l'empathie. Bon. Tout ça est très important en ce qui concerne aussi les relations sociales et le changement de point de vue dans les relations sociales, comme tout ce qui s'est produit entre nous depuis le début de ma conférence. Et aujourd'hui, tout est empathique. On peut acheter une machine à laver empathique, une voiture empathique, l'autisme, c'est l'empathie, les neurones miroirs, c'est l'empathie, c'est une imposture scientifique. Et comme c'est enregistré et que j'ai accepté que l'enregistrement soit fait, j'assume. Parce que, en réalité, les philosophes allemands avaient déjà distingué Einfühlung, Mitfühlung, la sympathie Mitfühlung avec sentir, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment. C'est la contagion émotionnelle. Si je ris, en principe, vous allez rire aussi, sourire, sauf si vous trouvez que je suis ridicule. Si je bâille, la moitié d'entre vous, on se met à bâiller, sauf ceux qui bâillent déjà. Les neurones miroirs, à mon avis, c'est la sympathie. C'est cette capacité extraordinaire que nous avons de simuler dans notre cerveau l'action de l'autre, mais en restant à notre place. L'empathie, c'est très différent. C'est se mettre à la place de l'autre avec un changement de point de vue. Tout ça est la synthèse de tout ce que j'ai raconté, de référentiel spatial, en utilisant son corps virtuel, tout en restant soi-même, sans forcément éprouver les émotions d'autrui. Si je me mets à pleurer parce que tout d'un coup je souffre, ça ne sert à rien que vous vous mettiez à pleurer, si vous êtes mon médecin. Donc l'inhibition est nécessaire pour être empathique. Et nous avons fait des expériences, notamment ça a été commencé à Paris avec l'équipe de réalité virtuelle. Et ensuite, les expériences d'EEG ont été faites à Lausanne, ici, chez Olaf Blanke. Nous avons montré qu'avec un modèle qui est un funambule virtuel, qu'il y a une distinction fondamentale entre ces deux comportements. Et on va terminer la soirée par un peu de gymnastique, si vous voulez bien. Je vous demande de bien vouloir faire. 25 000 personnes l'ont fait, même des ministres et même des architectes, des roboticiens, etc. Je vous demande tous de mettre vos bras comme ça. Attention de ne pas tuer votre voisin. Vous allez faire comme... Ah, il faut prendre une photo d'eux. S'il vous plaît, monsieur le caméraman. Est-ce que vous voulez bien prendre leur photo? Ah oui, non, ben, c'est important. Voilà. Attention, vous faites comme moi le plus vite possible. 1, 2, 3. Eh ben non. Tout le monde a compris? Bon, les dames, en général, dans un amphi dans lequel il y a 85% de dames, il y a 85% de gens qui... ne soyez pas offensés, hein. C'est simplement que le problème de la rotation spatiale n'est pas... on ne le traite pas de la même façon. Voilà. Par contre, vous avez, mesdames, des avantages sur nous. Hein. Extraordinaire. Vous êtes restés à votre place pour une partie d'entre vous, et lorsque
Et vous avez fait ce que nous appelons, vous avez fait ce qui correspond en neurologie, l'autoscopie, et vous n'avez pas fait ce qu'en neurologie on appelle l'éotoscopie, c'est-à-dire le dédoublement de votre corps en faisant une rotation. Et nous avons montré avec, enfin c'est l'équipe de Olaf, avec Bérangère Thiriou, qui est une philosophe qui a fait sa thèse à Paris et à Lausanne. Là-dessus, nous avons montré que des réseaux différents sont impliqués dans les deux comportements. Et quand j'ai dit non, si certains d'entre vous ont fait comme ça, c'est-à-dire ont vraiment fait le changement de perspective pour vous mettre à ma place, eh bien, vous avez changé de réseau dans votre cerveau. La vicariance, c'est pas évident, notamment à 8 heures du soir. Et il faut inhiber. Pour prendre une perspective à la troisième personne, il faut inhiber la perspective à la première personne. Ça a été montré. Et voilà le bouquin que j'ai fait sur l'inhibition, que j'ai appelé créatrice à cause de ça. Voilà. Alors, on a beaucoup travaillé chez l'enfant. Mais je termine par une image simplement de Fabienne Verdier, qui est la peintre qui peint par terre, avec qui j'ai fait un bouquin récemment parce qu'elle m'a fait peindre avec elle. Ce livre s'appelle Une séance de peinture. Et voilà Fabienne, c'est juste pour la soirée. Voilà Fabienne qui avait monté un atelier. Son atelier est à Paris, en province. Voilà Fabienne qui avait monté un atelier en face de la montagne Sainte-Victoire. Fabienne en train de dessiner la montagne Sainte-Victoire. Vous voyez qu'elle ne la regarde pas, elle l'imagine. Voilà le résultat. Et vous voyez l'extraordinaire relation entre son corps, la montagne, etc., les espaces. Et dans ce livre, on a beaucoup gambergé avec un mathématicien, Daniel Benquin, une historienne de l'art, sur toutes ces questions-là, qui sont passionnantes, sur lesquelles nous, on a beaucoup à apprendre de vous. Merci. Voilà, on est tous des spécialistes. Je pense qu'on peut, même si c'est tard, si quelqu'un a envie de poser une question, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alain Berthaud se fera un plaisir à répondre à une ou l'autre question si vous le souhaitez, ou si vraiment c'est l'apéritif qui vous tente le plus. Libre à vous. Non, mais si vous ne me posez pas de questions, je vais me sentir coupable. Alors peut-être je vais commencer par la première question. Alors, oui, il y avait une dimension moi qui m'intéressait beaucoup en tant qu'architecte, c'est l'idée justement de cette perspective égocentrée, allocentrée, cette idée de changer de point de vue, parce que je pense que changer de point de vue, c'est bien pas seulement spatialement, c'est bien aussi dans la vie en général, de se mettre à la place des autres, d'être capable de changer de point de vue. Et nous, en tant qu'architecte, peut-être qu'on a une capacité sympathique ou empathique, je ne sais pas, mais dans notre métier, comme on a un certain sentiment ou une certaine sensibilité à la géométrie, par exemple, c'est pas donné à tout le monde, peut-être. En tout cas, nous, en tant qu'architecte, on a tendance à trouver beaux les plans. Et donc, un plan est capable de nous procurer une émotion. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il nous procure une émotion parce que lui-même, en tant que dessin géométrique, on le trouve beau, ou bien parce qu'on apprécie la rigueur ou ce qu'on voit dans le plan, ou c'est parce qu'on imagine déjà les parcours qu'on va faire dans l'espace et qu'on anticipe déjà une future réalité. Donc, en fait, voilà, est-ce qu'on est un sujet qui regarde un plan ou est-ce qu'on est déjà un futur déambulateur, donc un futur acteur égocentré qui se balade dans l'espace? Et je pense que c'est un mélange de tout ça. Et par exemple, moi, ce qui me fait des fois souci par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle aujourd'hui, c'est que souvent, voilà, les maîtres d'ouvrage, les clients, pour bien comprendre un bâtiment, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se promener dedans. Donc voilà, on a maintenant les cases de réalité virtuelle, les perspectives, mais en réalité, on ne peut pas appréhender la globalité d'un bâtiment en se promenant parce qu'il nous faudrait peut-être des heures. Donc en fait, c'est en multipliant les points de vue qu'on arrive à avoir la meilleure perception, la meilleure compréhension d'un lieu. C'est la même chose pour une ville, on a des cartes mentales. Et donc ma question, pour y arriver, c'est l'idée de deux choses, que la géométrie, c'est une forme de langage, c'est un langage abstrait, mais pour moi, en fait, en tant qu'architecte peut-être, mais c'est un langage qui est moins abstrait que les mots, parce qu'il est déjà figuratif. On dit des fois un dessin vaut 1000 mots. Et moi, en tant qu'architecte, par exemple, je pourrais, avec mon collègue Rolf, parler d'une architecture et dire, utiliser les mêmes mots, mais dessiner des plans complètement différents. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour finir, la géométrie devient une sorte de lien, pour moi, entre la réalité
et l'abstraction. Et c'est dans ce sens-là que c'est un langage qui, à mon avis, comment dire, presque plus précis ou plus particulier, et peut-être plus spécifique à l'architecte que le langage, par exemple, du poète qui écrira des mots, ou que... Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si j'arrive à une question au bout de tout ça, mais c'est pour dire, c'est pour dire en tout cas que, ben voilà, je crois que c'est important, et c'est peut-être là qu'il faudrait poursuivre ces recherches, à avoir conscience de notre capacité de changer de point de vue et notre capacité d'appréhender la réalité selon toutes ces modalités différentes et ne pas se focaliser sur une seule. Voilà. Oui. Ah ben voilà. Merci. Non, je voudrais simplement apporter une précision pour qu'on s'entende bien. Parce que ça c'est important. Les géométries dont j'ai parlé, qui sont les géométries qui sont décrites par les mathématiciens. Et j'ai bien précisé que je ne comprends pas beaucoup les maths des mathématiciens, qui sont d'ailleurs très difficiles. Ces géométries n'ont rien à voir avec le dessin sur un papier. Ou alors, j'ai tout raté. Je n'ai parlé que du corps en mouvement, que des forces du monde, que de la gravité. Les géométries affines, équiaffines et la géométrie des topos, tout ça, sont des géométries qui n'ont rien à voir avec le plan dessiné. L'idée, justement, est que tout ce que vous décrivez dans ce que vous venez de dire est dû au fait que nous avons des géométries telles qu'elles sont décrites par les mathématiciens, qui sont Alain Caunes, par exemple, qui est le très grand mathématicien français actuel, peut-être un des grands mathématiciens dans l'histoire, il est en train de faire le lien entre les géométries et la physique quantique. Ça n'existe plus, la géométrie sur un papier. Ces géométries sont justement des géométries. Il faudrait trouver un autre mot que géométrie. Parce que par géométrie, on pense au truc. Alors, je vais vous donner 2 exemples, parce qu'il faut aller vite quand même. Le premier, c'est... Quand j'ai fait le Sens du mouvement, j'ai été invité par La Garandrie, qui est une école en France qui fait des choses un peu comme les Freinet ici, des choses qui modifiaient la pédagogie. Bon, et je travaille beaucoup d'ailleurs sur la simplexité avec les grandes écoles de didactique de Salerne, italienne, puisqu'il y a tout un département de pédagogie qui a décidé que mes théories sur la simplexité sont la base de la refondation de la didactique en Italie, rien que ça. Voilà, avec des colloques et tout. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent sortir une partie de la pédagogie de son aspect abstrait. Et voilà. La Garandrie me dit, Monsieur Berthoz, moi, ce que vous nous dites est intéressant parce que j'avais un étudiant, un jeune de 14 ans, un garçon, qui ne pouvait pas résoudre un problème de géométrie qui était sur le papier. Et je lui disais, mets le problème dans ta tête, et il le résolvait. Alors c'est magique. Voilà. Ça veut dire quoi, mettre le problème dans ta tête? Simplement, il le reformulait. Moi, j'étais en taupe, et en taupe, on avait la géométrie descriptive, ça doit vous parler. C'est-à-dire, par exemple, le problème, c'est l'interaction entre un hyperboloïde et un paraboloïde, c'est une conique, vous le savez tous. Moi, tous mes copains en taupe le résolvaient avec des équations, des calculs. Moi, j'étais incapable de le faire. Je résolvais la question en 5 minutes avec les points cycliques. J'avais découvert qu'il y avait une méthode utilisant des points imaginaires. Je n'ai jamais su comment mon cerveau de primate était capable de résoudre ce problème en passant par des points imaginaires. Et je cherche d'ailleurs toujours à retrouver les bouquins qui décrivent cette méthode-là. C'est le cas, il y a ce magnifique livre sur les navigateurs dans les îles du Pacifique là-bas, qui utilisent aussi... Ce sont des géométries qui ne sont pas les géométries justement du papier, c'est autre chose dont j'ai parlé. Et nous pensons aussi que ces différentes géométries qui sont utilisées par le cerveau, qui intègrent les forces, les couples, les vitesses, qui mettent le temps et l'espace ensemble, ce que ne fait pas le dessin, eh bien, à un moment donné, puisqu'elles sont toutes différentes, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui permet de les utiliser soit ensemble, soit l'une après l'autre. Et l'idée actuellement qu'a proposé Daniel Benquin, c'est que c'est la géométrie des topos de Grothendieck. Grothendieck est ce très grand mathématicien dont tous les mathématiciens français du monde entier se sont moqués pendant une partie de sa vie, qui a l'air parti finir sa vie dans le sud de la France, il est mort assez jeune,
qui a fait cette géométrie des topos, qui serait éventuellement une espèce de métagéométrie, dont les différentes géométries seraient des... Alors, qu'est-ce que c'est? J'y comprends rien. Tout ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il y a des Shadocks et que ça ne va pas des Shadocks aux œufs, mais des œufs aux Shadocks. Il n'y a pas de point, etc. Donc, vous voyez mon ignorance. Mais l'idée, c'est qu'il il faut revoir complètement les modèles de nos relations avec le monde en échappant à une vision pure de la géométrie euclidienne et de la géométrie telle qu'on la voit sur le papier. C'est ça que je vous réponds. Merci. Oui. Alors, il y a une question. C'est simplexe parce que c'est apparemment compliqué, mais les roboticiens, par exemple, me l'ont appris. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Jacques Slotine, un grand roboticien d'MIT. Le contrôle des robots, comme le contrôle d'ailleurs des plateformes pétrolières dans la mer du Nord où il y a les tempêtes sans arrêt, c'est fait avec des calculs qui utilisent par exemple les variables de Lyapunov, c'est-à-dire des variables d'une très grande complexité, mais c'est en passant par des variables apparemment plus compliquées que les problèmes non linéaires deviennent simples. C'est ça la simplicité, c'est-à-dire une apparente complexité, mais qui finalement résout les problèmes très vite. Ce dont nous avons besoin, et on a besoin maintenant d'aller vite pour que vous puissiez aller au cocktail. Voilà, mais il y a quand même une question là, donc je vais passer le micro. Je voulais juste vous demander si c'est possible en fait de stabiliser l'écran, parce que là on a notre cerveau. Ah oui, le cerveau est... Sacrément stimulé. Ben je peux me mettre devant vous, madame, pour la suite de la discussion, par courtoisie. Voilà, ça va mieux là comme ça. Enfin, je peux me mettre comme ça pour pas vous gêner. Moi, je voudrais vous remercier tout d'abord pour votre conférence et puis aussi pour vos livres, parce que je les ai beaucoup lus et j'ai énormément été très stimulée de ces livres. Et j'aurais une question à propos des points de vue. Quand vous parlez des référentiels spatiaux et que à chaque fois qu'on adopte un autre point de vue, eh bien, il y a un autre réseau qui est activé. Est-ce que, puisque moi je ne suis pas architecte, je suis comédienne, est-ce qu'au niveau du corps, quand je fais je tourne mon bras, si je prends le point de vue de mon poignet ou le point de vue de mon omoplate ou de ma clavicule, j'ai vraiment une autre perception de ce mouvement-là? Est-ce qu'à chaque fois, c'est aussi un autre réseau qui est activé? C'est passionnant. Si vous voulez, je vais vous donner mon email, on va pouvoir discuter. Non, mais je suis très sérieux parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est frustrant dans ce genre de conférence, c'est qu'on devrait pouvoir ensuite avoir le temps d'avoir des... Moi, j'ai fait en Suisse, ici, avec les Feldenkrais, des séances dans lesquelles on avait une conf. Ensuite, il y avait 1 heure ou 2 sur lesquelles les gens se mettaient en groupe, on rediscutait, etc. C'était formidable. Bah, je fais du Feldenkrais Mais aussi. en ce qui concerne le théâtre, moi, j'ai co-dirigé avec Béatrice Piconvalin, qui est une spécialiste du théâtre russe, une thèse sur Meyerhold, et notamment la biomécanique de Meyerhold. Et dans mon livre, La Simplexité, il y a une image, parce que j'ai fait venir à Paris, dans mon labo au Collège de France, à l'époque où je l'avais, parce que je suis quand même à la retraite depuis 13 ans, j'ai fait venir le dernier élève de Meyerhold, qui dirige un laboratoire à Moscou, et on a fait avec lui les exercices, on a beaucoup discuté là-dessus, et je travaille avec Josh Huben depuis 10 ans, qui est un des professeurs de l'école Jacques Lecoq à Paris. Vous savez, c'est l'école de théâtre avec qui on a fait beaucoup de choses sur les émotions, sur l'expression corporelle des émotions. Donc je m'intéresse beaucoup à ces questions, mais c'est un peu tard peut-être pour qu'on en discute, mais je serais très content d'interagir avec vous. Merci. Je ne vous promets pas que je pourrai répondre à vos questions. Mais évidemment, c'est intéressant. Ou alors, non, mais si vous me posez des questions, la façon dont je travaille, je le dis aussi pour ceux qui pourraient être intéressés, c'est de m'écrire. Et moi, à ce moment-là, quand ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je fais le ping-pong sur mes collègues. Je renvoie en disant, il y a un tel que j'ai rencontré dans une conf, et j'envoie à l'un ou à l'autre qui peut répondre. Et ça fait qu'une conf comme ça devient l'occasion d'un dialogue. Et puis, ceux qui pourraient être intéressés de participer à notre groupe sur Brain Principles for City Design, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est très simple, c'est alain.berthoz@collegedefrance.fr avec des petits tirets entre, avec des traits d'union. Ils vont vouloir aller au cocktail, non? Ouais. Bon ben voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre conférence. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup à la merci à vous.